J'étais encore enfant quand j'ai eu mes premières expériences de phase. Je devais avoir environ 8 ans. Ça a commencé avec des paralysies du sommeil. Je me souviens très bien. Elles étaient assez récurrentes. Alors, je me réveillais, j'avais l'impression d'étouffer, de pas pouvoir respirer, de pas pouvoir bouger. Et la chose qui m'oppressait le plus, c'était cette noirceur autour de moi qui se refermait sur moi. Alors, à ce moment-là, je paniquais. Et puis, au bout d'un moment, d'un seul coup, je revenais à moi. Je pouvais bouger. Et j'ai mis du temps à comprendre d'où ça pouvait venir. Et j'ai pensé à un moment que ça pouvait être lié au décès de ma grand-mère, parce qu'effectivement, j'avais eu une réaction au moment de son décès assez anormale. J'avais pas vraiment saisi ce qui se passait. Et je me souviens d'avoir posé la question à mon père une fois avant de me coucher. Il m'a donné une vision très positive de la mort, en fait. Il m'a donné une explication qui m'a beaucoup rassuré. Et à partir de là, j'ai plus de paralysie du sommeil, du moins plus de paralysie du sommeil récurrente. J'en ai eu plus tard par la suite, par moments, mais très occasionnels. Vers l'adolescence, j'ai commencé à vivre d'autres expériences de phase, mais beaucoup plus plaisantes cette fois. J'ai commencé à devenir lucide pendant les rêves, devenir conscient, donc faire des rêves lucides. Et ces expériences étaient vraiment beaucoup plus plaisantes. Alors ça commençait avec un petit peu d'adrénaline. J'étais poursuivi par des monstres ou des militaires, des soldats qui essayaient de me capturer. Et puis, au fur et à mesure de la poursuite, je prenais conscience que j'étais dans un rêve et que je pouvais faire ce que je voulais. Alors, j'aimais bien aller dans la chambre d'un de mes grands frères et de me mettre à la fenêtre et d'attendre le dernier moment, au moment où ils arrivaient pour m'attraper, pour m'envoler et les narguer. Alors, je prenais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Ils n'arrivaient plus à me suivre et à partir de là, je commençais mon envol, je commençais un voyage. Alors, j'avais des difficultés par moment pour maintenir l'envol. Je m'approchais du sol et puis j'essayais avec l'intensité de remonter. Alors parfois j'y arrivais et parfois j'avais plus de difficultés. À ce moment-là, je comprenais pas encore tous les mécanismes. Et puis après ça, je me réveillais. Je me souviens aussi plusieurs fois avoir été lucide à l'école, au collège. J'étais en classe et puis d'un seul coup, en étant lucide, je me suis dit « Ah, mais je peux faire ce que je veux ». Donc du coup, je quittais la classe et puis je commençais à me balader un petit peu dans l'établissement. À un moment, je me souviens aussi d'avoir essayé de commencer à me téléporter en rêve lucide, d'avoir essayé de mettre l'intention d'aller à la piscine, par exemple. Je faisais des petits tests comme ça assez intéressants. À cette même époque, j'ai vécu mes premières sorties hors du corps. Alors, j'étais pas bien conscient de ce qui m'arrivait parce que j'avais vaguement entendu parler de projection astrale et j'avais pas encore fait le lien. Mais je me souviens très bien, en fait, m'être réveillé en pleine nuit, de m'être levé et d'avoir voulu allumer l'interrupteur. Et à ce moment-là, la lumière ne s'allume pas. Alors, étonné, je vais dans le couloir, j'essaie d'allumer la lumière dans le couloir et pareil, elle ne s'allume pas. Alors là, je me souviens que mon cœur commençait à accélérer, un petit sentiment de panique, me dire mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde autour de moi, je vois l'obscurité de la nuit tout simplement et je commence à appeler mes parents, à appeler mes frères un par un. Et je me souviens d'avoir perçu un peu une sorte d'écho dans ma voix. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et personne ne me répondait, alors j'ai été dans la chambre de chacun et à chaque fois j'étais témoin de la même scène. Je les voyais allongés, immobiles, les yeux fermés. Alors pendant un moment j'ai pensé que soit j'étais mort, soit ils étaient morts. Et je me souviens toujours que la panique arrivait à ce moment-là. Et puis je revenais à moi, alors avec la nette sensation que j'avais pas fait un simple cauchemar, j'avais vraiment l'impression d'être revenu dans mon corps. Pendant des années, c'est resté un mystère, un total mystère. Je me suis demandé ce qui était arrivé. Cet épisode s'est reproduit plusieurs fois et il s'est toujours conclu de la même manière. Au moment où j'arrivais, que j'essayais de réveiller mes frères ou mes parents et qu'ils ne me répondaient pas. Chaque fois la même peur au moment du réveil, des difficultés pour me rendormir et toujours la même interrogation, qu'est-ce qui venait de m'arriver? Alors, seulement quelques années plus tard, à l'université, que j'ai commencé à méditer de manière plus régulière et vivre de nouvelles expériences. Alors, j'ai expérimenté à ce moment-là des premiers symptômes, les premiers signes de la sortie astrale, des vibrations, des sons, des bourdonnements, des sifflements, par moments des images, des visions quoi, qui arrivaient directement. Et à cette époque, avec mes frères, on était déjà on baignait bien déjà dans la spiritualité. Déjà depuis le collège, on se posait beaucoup de questions par rapport à la mission de l'homme sur cette terre, pourquoi on est, pourquoi on meurt, est-ce qu'on est tout seul dans cet univers, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Donc à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que j'étais à deux doigts de sortir de mon corps. Et donc petit à petit, j'ai commencé à l'expérimenter beaucoup plus régulièrement, à m'intéresser beaucoup plus au sujet. Et un beau jour,
je vais me coucher avec l'intention de faire une sortie hors du corps au moment de m'endormir. J'y arrive pas directement et je me souviens d'avoir eu des micro-réveils où je continue à penser à ça. Et à un moment, je sens la vibration prendre tout mon corps et je me dis, cette fois-ci, je sors. Alors le plus simplement possible, je me suis levé, je suis sorti de mon corps, sorti de mon lit. Mais c'était tellement réel, j'étais dans la même obscurité dans ma chambre, je sentais le parquet sous mes pieds et mes déplacements, je me sentais marcher, donc je me suis dit que j'étais vraiment réveillé et que j'étais dans la réalité physique. Je me suis dit que j'allais faire un tour dans la salle de bain pour me rincer un peu le visage. Je suis arrivé pour saisir la poignée, je sens la poignée, je dis bon bah je suis réveillé quoi. Et je vois l'interrupteur et à ce moment-là je me souviens très bien de m'être dit bah je vais essayer d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière et on va voir si ça marche. J'appuie dessus et la lumière ne s'allume pas. Et d'un seul coup je me suis senti traversé dans tout le corps par une sorte de libération, une énergie vraiment libératrice. Je m'étais libéré de tous ces épisodes assez effrayants de l'enfance où je savais pas ce qui m'était arrivé. Et d'un seul coup, j'ai eu le sourire, j'ai eu la banane quoi. Je me suis dit que tout ça n'était pas des simples hallucinations, que je l'avais bien vécu. Et surtout, je me suis dit que j'allais enfin vivre quelque chose de beaucoup plus plaisant parce que ça ne s'apparentait pas à la mort quoi. Ça va faire un peu plus de 25 ans que tout a commencé et environ 2 ans que j'ai décidé de m'intéresser beaucoup plus au sujet, de m'investir plus intensément et plus régulièrement dans la pratique. Tout d'abord, ça a commencé par des petites synchronicités. Alors, je suis tombé sur des ouvrages par rapport aux rêves lucides. Je me suis intéressé beaucoup plus aux récits d'expériences de mort imminente, de sorties astrales. Et un soir, je fais un rêve où je rencontre un symbole assez curieux, le symbole de 2 cercles de même rayon et de même diamètre entrelacés. Le lendemain matin, je fais ma petite recherche sur internet et je tombe sur le mot Vesica Piscis. Bon, à ce moment-là, je me dis, bon, le rêve est lié à ça. Et comme bien souvent, j'appelle l'une de mes meilleures amies parce que bien souvent, elle finit par m'apporter des réponses par rapport à mes interrogations et je fais de même de mon côté. Alors je l'appelle et je laisse la conversation suivre son cours. Et à un moment donné, elle me dit, tiens, j'ai pensé à toi, je suis tombé sur le livre d'une personne qui s'appelle Michael Raduga. Alors je connais pas, mais je me suis dit que ça pouvait t'intéresser, ça s'appelle La Phase. Bon. Elle m'envoie le lien et je regarde et effectivement la couverture du livre est le symbole des 2 cercles entrelacés. Je me suis dit, ah voilà un livre pour moi, je vais me pencher dessus. Et avant même d'avoir fini le livre, en fait plus exactement, je me souviens d'avoir lu une 20aine de pages. J'ai commencé à faire mes premières sorties assez facilement comme ça. Chaque soir, je lisais 10 pages de plus et puis je continue à sortir. Et j'ai continué à creuser le livre de plus en plus. La pratique de la phase, de la sortie hors du corps m'a apporté beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réponses par rapport à certaines de mes interrogations. J'ai toujours pensé qu'on n'était pas un simple corps avec un esprit, une âme, mais avant tout une âme dans un corps. Et en fait, expérimenter la sortie hors du corps m'a vraiment aidé à ressentir ça, à l'expérimenter et à sentir que ma conscience pouvait continuer à exister, à voyager sans avoir de sensation de mon corps physique, indépendamment de mon corps physique. Très vite, au-delà des expériences assez amusantes comme voler ou passer à travers des murs, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait expérimenter des choses très intéressantes comme travailler sur les croyances, travailler sur nos peurs, sur nos blocages, sur la santé psychologique, mentale et là aussi la santé physique. Je raconte souvent cette expérience qui concerne mes allergies. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu des allergies, acariens, pollen et autres. Et je devais prendre des antihistaminiques tous les jours pour tout simplement arrêter les symptômes. Et un soir, lors d'une sortie hors du corps, je décide de prendre un antihistaminique, de procéder de la même manière. Et je ressens une énergie, quelque chose traverser tout mon être. Et au moment où je reviens avec cette sensation. Je remarque une chose, c'est que je n'ai plus de rhume au moment du réveil, alors que j'en ai tout le temps, j'avais tout le temps des rhumes. Et ça a duré 3-4 jours comme ça, sans rien. Et j'ai rien pris pendant ces 3-4 jours et quand ça a commencé à revenir, je me suis dit que j'allais reproduire l'expérience. Je l'ai reproduit une 2e fois, même résultat, sauf que cette fois-ci, j'ai rien eu pendant 1 semaine. Et quand c'est revenu, je l'ai refait une 3e fois et j'ai rien eu pendant 2 semaines. Et la 4e fois où je l'ai pris,
j'ai rien eu pendant 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, je n'ai plus pris d'antihistaminique, plus de médicaments globalement d'ailleurs. Et quand c'est revenu, en fait, j'ai juste eu à reproduire l'expérience et maintenant je procède toujours de la même façon pour dès que j'ai un petit bobo par-ci par-là. J'aime aussi utiliser la phase pour obtenir des informations, alors pour moi ou pour des amis. Bien souvent, des amis s'amusent à me poser des questions et j'obtiens des réponses qui me semblent assez bizarres par moments, mais je leur donne quand même la réponse et au final, c'est souvent très pertinent. Au début, quand j'ai commencé à pratiquer beaucoup plus intensément, je faisais environ 8 à 12 sorties de corps dans la semaine, à raison de 3, 4, voire 5 dans la même nuit. Je faisais pas plus de 3 à 4 jours par semaine. Je respectais vraiment les recommandations de Michael Raduga où il expliquait bien en fait de pas essayer de faire tous les jours, de garder des jours de repos, continuer à vivre une vie totalement normale. Et en effet, au bout d'un moment donné, j'avais essayé 3 jours d'affilée et j'avais pas de résultat. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe? Alors forcément, il y avait une certaine frustration qui s'installait. Bien sûr, mon taux de réussite diminuait un petit peu et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai analysé tout simplement mon erreur qui était que je faisais des choses que j'avais déjà faites plusieurs fois. J'avais juste plus la même motivation et puis parce que ça devenait facile pour moi. Alors j'avais pas le même enthousiasme, je le faisais de manière automatique. Donc j'ai attendu plus d'une semaine comme ça, tranquillement, et juste pour retrouver des nouvelles actions, des choses plus intéressantes, et toujours dans un but de recherche par rapport à ce domaine, et aussi par rapport à un désir de développement personnel. Et après une semaine, j'ai réussi à ressortir de nouveau et à remonter mon taux de réussite. Aujourd'hui, je pratique à peu près 2-3 fois par semaine. Mais toujours à la condition d'avoir un plan d'action suffisamment motivant et intéressant. J'ai pas de réelle difficulté pour faire des sorties hors du corps, tout simplement parce que je le fais vraiment quand je sens que le bon moment est arrivé pour en faire. Quand j'ai un plan d'action suffisamment motivant, après le protocole je le connais, toutes les techniques je les maîtrise assez bien. On va dire que la difficulté majeure est plus dans le quotidien de trouver le moment. Ça veut dire que si je suis préoccupé par beaucoup de choses, si j'ai beaucoup de travail et que ça génère une grosse fatigue, en ce qui me concerne, je préfère vraiment avoir un repos suffisant, de récupérer toute la dette du sommeil pour faire mes tentatives quand je suis vraiment reposé. Je constate, du moins dans mon cas, que ça marche beaucoup mieux comme ça. Pour d'autres personnes, il y a certaines personnes qui vont aimer se sentir fatiguées pour pouvoir tenter via la méthode directe, via cette méthode de relaxation, au moment de se coucher, par exemple, pour faire une sortie hors du corps. Bien souvent, quand on est trop fatigué comme ça, bien qu'on arrive à rentrer dans l'état de phase, on va avoir du mal à être bien conscient pour pouvoir maîtriser un petit peu tout ce que l'on vit dans la sortie hors du corps. Alors vraiment, voilà, c'est un conseil que je peux donner, c'est essayer de le faire quand on est suffisamment reposé. Alors il suffit pas juste de se reposer une nuit. Souvent, je me repose vraiment 3-4 jours d'affilée où je vais me coucher vraiment plus tôt pour récupérer. Et à ce moment-là, je sais que au moment où je me couche et que je vais mettre cette intention de faire une sortie hors du corps, de bien programmer, au moment des réveils nocturnes, via la méthode indirecte, je vais vraiment pouvoir avoir une intention qui va vraiment être maintenue du début à la fin. Toute la nuit, je vais garder cette intention de sortir de mon corps. Et je crois que c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle je rencontre pas de difficultés. Je remarque en effet que dès qu'il y a un petit peu plus de fatigue, par exemple, au moment d'émettre l'intention de me réveiller sans bouger ou en gardant les yeux fermés, il va se passer quelques secondes au moment du réveil où je vais tourner dans mon lit. Alors en général, je garde toujours les yeux fermés, mais je vais bouger et ensuite je vais réaliser, ah mince, j'ai bougé. Alors heureusement, je sais exactement ce que je dois faire quand je bouge à ce moment-là. Je dois continuer, je dois pas tenter de me séparer tout de suite. Je dois d'abord faire tous les cycles, les 4 cycles de technique indirecte pour retrouver justement cet état propice pour la séparation. Donc je dois essayer de faire toutes ces techniques qui vont avoir pour but de me ramener petit à petit dans cet état de somnolence. Et je vais surtout pas hésiter d'aller jusqu'au bout. Il faut vraiment garder ça en tête, de se dire, faire vraiment les 4 cycles, coûte que coûte, tout simplement pour s'entraîner. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas, c'est pas grave, mais au moins on s'entraîne, on ancre cette habitude d'aller toujours au bout des choses, de faire vraiment les 4 cycles de 2 à 3 techniques. Voilà, le repos est un facteur vraiment important pour moi en ce qui me concerne. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire que si on se réveille dans la nuit
et que on se rend compte à un moment donné que la première chose qui vient, c'est pas notre intention de sortir, mais toutes les pensées liées au quotidien, des problèmes relationnels ou qu'est-ce qu'on doit faire le lendemain pour le travail ou autre. C'est sûr qu'on se rend bien compte qu'à ce moment-là, notre intention, elle n'a pas suffisamment été présente. On n'a pas été suffisamment conscient, on n'a pas mis suffisamment d'énergie dans cette intention et c'est évident qu'à ce moment-là, il faut privilégier le repos. Ça ne veut pas dire que quand on est fatigué, on va tout simplement abandonner les sorties hors du corps. En ce qui me concerne, il m'arrive plein de fois de faire des sorties hors du corps ou des rêves lucides de cette manière. Je profite tout simplement d'un réveil naturel dans la nuit et sans avoir à bouger, à sortir de mon lit, je prends juste quelques secondes pour me dire allez, écoute, si tu te réveilles dans la nuit de nouveau, tente de sortir de ton corps. Alors reste bien immobile et tout ça. Et j'essaie juste de me trouver une petite action suffisamment motivante à ce moment-là. Je la garde en tête. Alors après, bien sûr, il y a de la pratique qui fait que j'ai pas besoin de rester éveillé 1 heure pour me programmer. Par moment, juste une petite minute suffit. Mais bon, la recommandation, c'est vraiment de rester 3 à 50 minutes, surtout quand on démarre. Essayer vraiment de respecter toutes ces choses-là. Une fois en sortie hors du corps, je vais rencontrer d'autres difficultés. Alors ça, c'est des difficultés que tout le monde rencontre. On sait qu'il est beaucoup plus difficile de maintenir la sortie que d'en revenir. Donc voilà, je travaille pas mal sur toutes les techniques d'approfondissement, de maintien. Par moments, toutes me viennent pas en tête. Alors des fois, je vais en utiliser 3 en même temps. Et je sens vraiment à quel point ça m'aide à avancer dans la sortie hors du corps et de la maintenir. Et surtout, par exemple, si je sens que je reviens, de ressortir immédiatement. Et par moment, j'ai pas encore eu le temps d'exécuter une seule technique de maintien, que je suis déjà de retour dans mon corps. Alors bien sûr, ça peut être lié à un événement extérieur, dans l'environnement extérieur, par exemple un bruit, quelque chose qui nous réveille, ou tout simplement quelque chose qui est lié aux phases du sommeil qui sont toujours à l'étude à l'heure actuelle. Un autre problème, une autre difficulté qui n'en est plus une aujourd'hui, était que, bien sûr, au début, quand on démarre, on a l'enthousiasme qui est très fort, la motivation forte de sortir, donc ça augmente le taux de réussite, ça augmente les chances de réussir. Mais après avoir fait plus d'une centaine de sorties, la motivation n'est plus la même, c'est-à-dire que la surprise n'est plus la même. Donc il est important de trouver des actions qu'on désire vraiment accomplir à tout prix pour avoir vraiment cet enthousiasme, cette motivation. Et bien sûr, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était important pour faire des sorties hors du corps. L'autre chose importante, j'en ai parlé, c'est vraiment de respecter les 4 cycles. C'est-à-dire que si on bouge dans le lit et qu'on a fait des mouvements, c'est pas grave. Il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses, ne serait-ce que pour s'entraîner. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand les techniques ont commencé à porter leurs fruits, alors que j'en étais au 4e cycle. C'est sûr que si on fait toute une nuit en s'arrêtant au bout du 1er ou 2e cycle et qu'on n'a pas de résultat, et on se dit j'ai pas réussi à sortir, mais la même nuit en allant jusqu'au 4e cycle, on peut faire 3-4 sorties. Donc c'est vraiment un facteur à ne pas négliger. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter tous les principes, d'avoir une motivation forte, un enthousiasme fort, la confiance en soi, faire les actions coûte que coûte et surtout de les faire de manière automatique, de bien respecter cette procédure. Aujourd'hui, ça va faire plus d'1 an et demi que je rencontre plus de difficultés pour sortir, tout simplement parce que je choisis les bons moments pour le faire, des plans d'action suffisamment motivants, je connais bien toutes les techniques, les protocoles, je m'amuse même à combiner plusieurs techniques en même temps et la difficulté, elle n'est pas tellement pour sortir, ça devient même facile. La difficulté est plus vraiment pendant l'expérience de la maintenir, d'approfondir toutes les sensations, quand je travaille notamment pour l'obtention d'informations, d'arriver vraiment à calibrer les questions parce que la manière de les formuler est vraiment très importante pour obtenir une réponse précise et puis ensuite de pouvoir vérifier aussi toutes les informations. On me demande souvent quelles sont les meilleures techniques pour sortir, quelles sont mes techniques préférées. Alors, je remarque que mes techniques préférées sont souvent les techniques les plus efficaces de manière générale. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les premières que j'ai essayées, que j'ai employées? Je sais pas vraiment, mais disons qu'aujourd'hui, elles sont toujours tout aussi efficaces. Alors bien sûr, dès que je me réveille, par exemple dans la nuit, quand j'utilise la méthode indirecte, mon réflexe c'est d'utiliser une technique de séparation. Alors plus de la moitié des sorties se produisent de cette façon. Je me réveille et aujourd'hui, j'attends plus du tout d'avoir les symptômes de vibration, de son ou quoi que ce soit. Je me lève directement, instantanément, ou je roule sur le côté, plus que la lévitation d'ailleurs. Et directement, j'applique un test de réalité pour confirmer
l'état de sortie ou non. Parce que bien sûr, dès qu'on se lève d'un seul coup, à un moment donné, on a la sensation d'être debout physiquement dans la salle dans laquelle on sort. Et si les techniques de séparation ne marchent pas, ou si je bouge au moment du réveil, je passe directement aux techniques indirectes. Alors ma technique de prédilection, celle que j'utilise tout le temps, c'est la technique de la nage. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Tout simplement essayer de... Alors certaines personnes l'imaginent, et c'est important d'essayer des fois de l'imaginer pour accentuer les effets. Moi, je cherche même pas à l'imaginer, je nage tout simplement. Je fais le mouvement sans bouger un seul muscle. Et puis dès que je ressens que la nage est là, j'ai des petits symptômes qui se manifestent et je tente de me séparer. J'aime beaucoup utiliser aussi la technique de la visualisation des mains, donc le frottement des mains. Je frotte comme ça mes mains, comme pour les réchauffer. Je porte beaucoup d'attention sur le bruit, même plus que sur le fait de les voir devant moi. C'est vraiment le son qui m'attire. Dès que j'obtiens des résultats, dès que j'ai l'impression de frotter mes mains, je tente la séparation. J'ai plusieurs autres techniques, comme la technique de la corde. Alors, je l'utilise pas mal, même presque en séparation, c'est-à-dire que dès que je sens une petite difficulté, une résistance au moment de sortir, bah, je vais directement chercher ma corde. Je cherche même pas à la voir. À une époque, je cherchais vraiment à la voir avant de la saisir. Maintenant, je tends les bras. Quand je sais que je suis dans l'état de phase, je sais que la corde, elle va se trouver là. Je le sais déjà. Donc, je peux être de côté, je vais utiliser la corde pour me tirer. Des fois, elle est au-dessus de moi et je sors. J'ai d'autres techniques aussi. La technique de phantom wiggling, la bascule du corps fantôme. Donc voilà, de sentir le mouvement du corps astral, de bouger les bras, les jambes ou autres, et puis d'amplifier le mouvement. Donc voilà, après il y a plusieurs techniques que j'utilise des fois de manière un peu inconsciente. Ça veut dire qu'au moment d'un réveil, je vais percevoir des sons. Et dès que je perçois ces sons, bah, je file tout de suite vers la technique de l'écoute interne que je n'avais pas forcément prévue au départ dans mon cycle, mais c'est important de savoir s'adapter. Si je vois une image, je passe tout de suite dans l'observation d'image pour être absorbé par rapport à l'image. Donc voilà, le tout c'est de pouvoir jongler avec les techniques, et on remarque surtout que selon les périodes, dès que une technique ne fonctionne pas, bah à un moment donné, il est bon d'en changer, ne serait-ce qu'une seule dans le cycle. En même temps que je pratique toutes les techniques indirectes, j'aime bien les combiner avec d'autres techniques. Alors au début, quand vous démarrez, ne vous compliquez pas la tâche, hein, essayez d'exécuter tout simplement les techniques de manière cyclique. Si très intuitivement, vous voyez que vous pouvez en combiner plusieurs ensemble, n'hésitez pas à le faire. En ce qui me concerne, la première qui me vient à l'esprit, c'est le forced falling asleep, ça veut dire l'endormissement forcé. C'est dès que je me sens trop éveillé au moment du réveil. Tout simplement, je sais que j'ai besoin de revenir dans un état de somnolence pour être dans l'état propice à la séparation, pour pouvoir ressentir les effets des techniques que je suis en train de faire. Donc, je vais tout simplement dicter à mon corps, me dire « rendors-toi », tout en essayant de maintenir ma conscience alerte. C'est vraiment la clé, c'est de se dire, de mimer l'endormissement. Alors on connaît tous l'effet que ça fait, vous vous réveillez dans la nuit, vous avez envie de vous rendormir tout de suite, ou votre réveil sonne et vous avez envie de vous donner encore 10 minutes, vous arrivez à vous endormir 10 minutes de plus avant que votre réveil sonne de nouveau. C'est exactement la même chose qu'il faut essayer de faire, sauf qu'on maintient la conscience alerte. On va le faire par la respiration, on sait intuitivement reconnaître cet état d'endormissement, prendre une bonne position. Je mime l'endormissement et indirectement, je continue mes techniques, mes cycles de techniques. Et bien souvent, l'efficacité est très 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 grande. Si vous arrivez à maîtriser cette technique, vous pouvez sortir presque tout le temps, en fait, dès que vous le désirez. Bien sûr, il est important d'avoir toujours une motivation nécessaire, un plan d'action suffisamment intéressant pour augmenter le taux de réussite. Une autre technique que j'aime bien utiliser en simultané avec d'autres techniques est la technique du troisième œil. En gros, je vais emmener les yeux en direction du troisième œil au milieu du front, tout en gardant les paupières fermées. Donc les yeux vont retrouver la position qu'ils ont lors du sommeil profond. Ça va vraiment aider à déclencher certaines sensations comme les vibrations, des sons perçus à l'intérieur au niveau des oreilles. On remarque que les mouvements oculaires ont vraiment beaucoup d'effets positifs. On le retrouve dans la technique de la rotation que j'ai pas mentionné et que j'aime beaucoup. Il suffit de bouger les yeux vers la gauche ou vers la droite tout en gardant les paupières fermées. Et à ce moment-là, on va pouvoir accentuer un effet vestibulaire déjà présent ou le créer. Et quand on commence à sentir cette rotation sur l'axe pied-tête, on va pouvoir sortir très naturellement. Parfois, je vais combiner même avec une troisième technique, tout en continuant la technique de la nage, la technique du troisième œil, je vais rajouter derrière la contraction du cerveau. Alors, il s'agit vraiment de contracter, de simuler une contraction au niveau de la tête, même le faire physiquement au niveau des muscles qui sont proches du crâne, tous les muscles qui sont proches du cerveau. Ça suffit parfois à déclencher certaines vibrations au niveau de la tête.
Et à cela, par moment, j'ajoute même une quatrième technique. Alors, quand j'y pense, c'est tout simplement d'imaginer dans une autre position. Alors, imaginons que je suis allongé sur le côté. Je vais m'imaginer allongé sur l'autre côté. Et alors qu'aucune des techniques ne provoque un résultat, je vais sentir par exemple le basculement, le fait de me mettre dans une autre position, et ça détecte directement que je suis dans l'état de phase. Et à ce moment-là, j'ai plus qu'à essayer de sortir. Ma technique d'approfondissement préférée est vraiment la palpation. C'est même un réflexe. Dès que je sors, en général, souvent dès que je suis dans ma chambre, j'ai une grande armoire devant moi avec un grand miroir. C'est mon premier réflexe. Je sors, des fois la vue n'est pas active, mais je vais chercher à palper ce miroir. Dès que je touche ce miroir, je sais déjà que je suis en sortie de corps. Donc c'est là que je commence. Je vais commencer à palper mon corps, toucher les bras, le visage. Et après, par moment, je vais commencer à activer le peering, donc c'est-à-dire la vision, essayer de scruter tous les objets que je vais rencontrer autour de moi. Donc, alors bien sûr, il ne faut pas les scruter trop longtemps, pas plus de 5 secondes, en général pas plus de 5 à 10 secondes, au risque de perturber un peu la sortie. Donc le toucher vraiment est la technique d'approfondissement que j'aime le plus. Après, très rapidement, j'ai un réflexe, souvent dès que je suis près de la fenêtre ou en haut d'un escalier ou même debout tout simplement dans une salle, je vais plonger la tête la première dans le sol. À ce moment-là, va s'en suivre une sorte de chute libre dans un espace, dans une sorte de tunnel assez sombre, mais pas du tout oppressant, hein. Enfin, du moins, c'est pas comme ça que je le vis. Et au bout de 5, 10, voire 15 secondes, je vais mettre l'intention d'aller dans un endroit en particulier. Alors, j'utilise beaucoup cette technique d'approfondissement, notamment quand je veux me téléporter à un endroit, quand je veux atterrir à un endroit bien particulier, par exemple pour aller dans l'espace, pour aller sur la Lune. Alors cette technique, elle utilise l'effet vestibulaire, cette sensation justement de plongeon, cette sensation de bascule. On plonge la tête la première en maintenant les yeux fermés et on a vraiment cette sensation de chute. On sent l'air qui passe sur notre corps, on a la sensation parfois du bruit aussi de la chute et donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette technique d'approfondissement. La technique de maintien que j'utilise le plus est une technique d'approfondissement, c'est la technique de la palpation. Dès que je vois un objet sur le chemin, des fois je prends le temps de le prendre, de le palper, de regarder les détails aussi. Donc c'est important de maintenir l'expérience par toutes ces techniques d'approfondissement. Après, quand je sens que le retour est vraiment proche, je vais soit tourner sur moi-même quelques secondes pour créer une sensation de vertige. En fait, j'imagine que ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que je suis très proche d'un retour au corps et donc de me sentir beaucoup plus éveillé et je vais essayer de ramener ma conscience à un état un peu plus somnolent, enfin ou du moins mon corps, la sensation physique de somnolence pour vraiment oublier mon corps physique et rester dans cet état de conscience dissocié. Donc je vais tourner sur moi-même quelques secondes ou alors je vais m'allonger sur le sol et simuler que je dors quelques secondes, 5 à 10 secondes pareil. Je m'allonge, je reste un petit peu allongé et je me relève et je repars à l'action. Et bien souvent ça permet de maintenir les expériences, les prolonger de plusieurs minutes. Hein. Après, au niveau du temps réel, on sait qu'une sortie hors du corps ne dure pas plus de 5 minutes, mais en termes de sensation, elle peut durer 10, 15, 20, voire 30 minutes par rapport au nombre d'actions qu'on exécute. Et grâce à ces techniques de maintien, on peut imaginer qu'en fait, on a 2 expériences de phase qui sont jointes l'une à l'autre. Donc vivre une expérience 2 fois plus longue. La dernière technique de maintien que j'utilise maintenant de plus en plus, c'est la technique qui consiste à compter le nombre de secondes ou de respirations à partir du moment où on sort de notre corps. Alors j'ai remarqué effectivement qu'à partir du moment où on sort et qu'on commence à compter le nombre de secondes, on a vraiment un désir fort d'atteindre le montant le plus élevé possible. Donc ça va vraiment nous permettre de nous ancrer dans la phase et puis de rester bien concentré sur chaque action qu'on est en train d'accomplir. Alors je dis bien que cette technique de maintien, je ne peux pas l'utiliser tout le temps parce que quand par exemple je commence à communiquer avec quelqu'un, c'est très difficile de continuer à compter et de communiquer avec la personne en question. Donc voilà, mais pensez-y si à un moment donné vous avez des actions qui requièrent principalement de l'observation, essayez de compter soit les cycles de respiration, le nombre de respirations que vous faites, et puis notez aussi quand vous revenez dans votre corps, combien de respirations vous avez réussi à faire, quel est le temps que vous avez atteint. Alors le but n'est pas de battre des records à chaque fois, mais surtout ça vous permet aussi d'avoir une idée précise, un peu plus précise
du temps que vous restez dans la phase. Et surtout, ça vous permet de réaliser que vous pouvez accomplir pas mal d'actions dans ce laps de temps. L'influence du mode de vie par rapport à la pratique de la sortie hors du corps est vraiment un sujet qui fait débat. En ce qui me concerne, je pense que ça a vraiment un réel impact. Si vous menez une vie saine, que vous prenez le temps de bien vous reposer, si vous avez un emploi du temps qui vous le permet aussi, hein, c'est-à-dire que si vous avez plus de possibilités de dormir longtemps le matin ou si vous travaillez pas la nuit, il est évident que vous aurez plus de chances de faire des sorties hors du corps. Si vous pouvez faire des siestes aussi, ça permet non seulement de récupérer un peu de sommeil, mais ça donne aussi des fenêtres temporelles supplémentaires pour faire des tentatives. Après, on va aussi beaucoup parler de l'alimentation. Beaucoup de personnes vont dire qu'il faut éviter de manger de la viande au moment de faire une tentative, c'est-à-dire la veille d'une tentative. Pour moi, en fait, on peut manger ce qu'on veut. Mais on remarque effectivement qu'il y a un impact en fonction du type de repas que l'on a. Si vous, la veille au soir, vous mangez un repas très lourd, un bon plat de patates avec une entrecôte, avec des desserts derrière et que vous retournez vous coucher, avec l'intention de sortir, au moment du réveil, le corps mental peut même intervenir et vous empêcher de sortir à ce moment-là parce que vous vous sentez lourd, tout simplement. Le simple fait de vous sentir lourd vous scotche dans votre corps physique. Alors, il est évident qu'un repas plus léger va vous permettre de vous sentir plus léger. Aujourd'hui, plusieurs recherches ont permis de vraiment se rendre compte que certains aliments allaient aider au sommeil, à bien se reposer. Je pense notamment aux noix, aux amandes, à l'avoine apparemment. Tout ça, c'est des aliments qui aident à s'endormir, à avoir un sommeil plus profond. Et d'autres éléments, comme la prise d'un petit gâteau, d'un petit biscuit, des éléments un petit peu sucrés, vont aider à prolonger les épisodes de sommeil paradoxal. On sait que c'est lors de ces phases de sommeil paradoxal qu'on expérimente le plus de rêves lucides, qu'on va pouvoir, lors de micro-réveils, faire des sorties hors du corps. Donc il est intéressant après de se pencher un peu plus dessus et de savoir à quel moment on va pouvoir prendre tel aliment pour récupérer en sommeil et puis à quel moment on va pouvoir prendre un autre aliment pour prolonger les phases de sommeil paradoxal, notamment lorsqu'on utilise la méthode différée. Si on se réveille en pleine nuit et qu'on a envie de prolonger le sommeil paradoxal, d'avoir plus de fenêtres temporelles pour faire des tentatives de sortie du corps, on va privilégier certains aliments, prendre un petit chocolat par exemple pour accentuer tout ça. Donc l'hygiène de vie est vraiment importante. Par exemple, si vous utilisez la méthode indirecte et que vous voulez avoir le plus de réussite possible et vous vous dites ah oui mais moi le problème c'est que je dois me lever tôt tous les matins, essayez tout simplement la nuit, vous avez envie d'essayer de vous coucher 1 heure ou 2 heures plus tôt et vous verrez que vous aurez autant de possibilités qu'une personne qui se couche plus tard mais qui se réveille tous les matins à 10 heures. Donc voilà, l'hygiène de vie, le sommeil est important, prendre le temps de se coucher plus tôt. Vous n'êtes pas obligé d'essayer tous les jours de la semaine, hein, vous prenez juste un jour dans la semaine pour essayer et ça vous suffira d'avoir suffisamment de tentatives possibles. Après, il y a la pratique du sport, le fait de prendre soin de son corps, d'être en bonne santé tout simplement, de le maintenir actif, fait qu'au moment du sommeil, votre corps va avoir ce besoin d'un repos nécessaire et il va se sentir plus détendu par moment. Alors bien sûr, je ne parle pas des épisodes où vous avez le corps complètement courbaturé, vous avez mal partout et que vous tournez dans tous les sens toute la nuit. Mais le simple fait d'avoir le corps beaucoup plus détendu et des fois un peu plus fatigué fait qu'il va moins bouger dans le lit et il va être beaucoup plus simple d'obtenir cette paralysie du sommeil nécessaire pour faire la sortie du corps. Il y a énormément de choses que j'aime bien faire quand je suis en sortie hors du corps ou en rêve lucide. Bien sûr, quasiment à chaque fois, je vais m'amuser à voler pour me déplacer ou me téléporter. Alors j'aime bien sauter par la fenêtre. Alors bien sûr, je ne le recommande pas à tout le monde, surtout quand vous démarrez, parce qu'il peut y avoir des peurs qui surgissent. En l'occurrence, je l'ai fait tellement de fois que ça devient un plaisir. Dès que j'ai un petit pépin physique, un petit pépin de santé, j'aime bien travailler sur mon état de santé. J'aime bien faire un peu de sport en sortie hors du corps aussi et ressentir tous les effets. J'ai un petit moment de blanc comme ça où j'ai plus d'action prévue dans mon plan d'action et je me pose, je vais commencer à faire des pompes ou faire quelques tractions. Ça m'amuse beaucoup et surtout quand je reviens, je ressens vraiment les effets. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait du sport, la sensation qui est encore en moi d'avoir fait du sport, le pouls cardiaque qui s'est légèrement accéléré par rapport à l'effort que j'ai fait.
J'aime bien obtenir des informations. Alors c'est vraiment le domaine que j'explore le plus en ce moment. J'ai beaucoup d'éléments de nature prémonitoire, des éléments ou des situations, mais je les choisis pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des éléments qui viennent comme ça, qui surgissent. Alors là où j'essaie d'explorer maintenant de plus en plus, ça va être d'essayer de calibrer des questions et essayer d'obtenir des réponses précises. Alors bien sûr, tout en gardant en tête que on a affaire à des futurs potentiels, des informations qui viennent de futurs potentiels et qu'on a toujours notre libre arbitre. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. En parallèle, je participe à un projet de recherche par rapport à la sortie hors du corps, au rêve lucide, qui a été mis en place par Michael Raduga pour mieux comprendre la nature du phénomène. Donc, on est plusieurs pratiquants à expérimenter toutes des expériences mises en place par Michael Raduga. Et moi, je vais vous en raconter quelques-unes. Il y en a une assez amusante que j'ai faite assez récemment qui consistait à manger pendant la phase, ne pas s'arrêter de manger jusqu'à revenir, c'est-à-dire se sentir plein. Et au moment du retour, j'ai senti vraiment que j'avais une petite douleur à l'estomac, comme si j'avais trop mangé. Donc ça, c'est très intéressant. On voit vraiment là l'impact physiologique d'une phase. Et on se dit effectivement que si on arrive à ressentir ce genre de choses, si on arrive à ressentir de la douleur, par exemple, j'ai dû à un moment donné me couper le doigt. Alors j'ai mis du temps avant de faire cette expérience. Je pouvais soit prendre un couteau pour me couper un doigt ou tirer sur le doigt, qui était normalement moins douloureux. Et effectivement, j'ai vu 8 à 9 doigts au niveau de ma main. Ça a été beaucoup plus simple parce que j'avais l'embarras du choix et j'ai pris le plus petit. Et au lieu de prendre un couteau, j'ai juste tiré dessus comme ça. C'était très élastique. Le doigt s'est enlevé. Mais chose très très intéressante, c'est qu'on devait mentionner, c'est si on arrivait encore à bouger ce doigt qui était dissocié du corps et si on arrivait à le ressentir. Alors c'est très très dur à décrire, mais j'avais là à la fois la sensation de mon corps et j'avais en plus la sensation du doigt dans la main et j'arrivais à le bouger moi je me suis repris à 2 fois pour pouvoir le bouger quand même, hein. Donc voilà, et à un moment donné, je devais essayer de passer ma main dans le corps pour essayer de masser les organes. Alors j'avais envie de toucher mon cœur, mais au tout début, quand j'ai essayé de passer la main, j'ai senti toute la peau. Alors j'avais procédé à un approfondissement sensoriel avant, donc ça rend les choses beaucoup plus difficiles, parce que plus on sent les choses comme dans la réalité physique, plus il est difficile de faire des choses extraordinaires. Donc j'arrivais pas à passer la main au travers de ma peau parce que ça faisait mal. Plus je forçais, plus j'avais la douleur. Et au moment où j'ai voulu passer la main au niveau du cœur, juste poser un doigt dessus, ça a provoqué une certaine brûlure. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Mais alors bien sûr, c'est pas des douleurs faramineuses, hein. Je sais m'arrêter au bon moment, mais c'est très intéressant parce qu'on se rend vraiment compte qu'on ressent ça. Alors certaines personnes vont continuer à sentir ces effets quelques minutes au moment du retour et certaines ne le ressentent plus du tout. Dans mon cas, je ne ressentais plus du tout au moment du retour. Mais on voit bien là que l'impact de ce qu'on est en train de faire sur nos croyances et à quel point on peut l'emmener dans notre quotidien, dans notre vie, à quel point ça peut servir. Donc il y a eu d'autres expériences intéressantes, rencontrer des défunts, obtenir des informations, donc je l'ai fait aussi. Le voyager à tel endroit, faire des descriptions de ce que l'on voyait. Ça permet vraiment de faire la différence aussi entre la sortie éthérique et la sortie astrale, hein, parce qu'il est bien évident que une sortie astrale est vraiment une sortie liée à notre émotionnel, à nos émotions, et qu'on n'a pas tous les mêmes émotions, on ne vit pas tous les mêmes choses, et que la réalité qu'on va percevoir est faite par rapport à notre propre filtre. Alors voilà, c'est très important, je fais bien la distinction entre la sortie éthérique et la sortie astrale à ce niveau-là, et on s'en est bien rendu compte par rapport aux résultats des expériences. On vit bien des choses parfois liées à des émotions similaires, mais on a tous une propre façon de la vivre. Il y a eu aussi l'expérience de l'ange, où on nous a demandé de rencontrer un ange. Certaines personnes n'ont pas réussi et d'autres ont réussi. Bon, moi j'ai réussi à voir un ange, mais c'est là que c'est très intéressant, c'est que à l'état éveillé, on pourrait me demander de décrire un ange, je pourrais décrire une femme avec des ailes, par exemple. Et au moment de la sortie, mon ange c'était un enfant qui me regardait avec un grand sourire. C'est très important de voir que l'ange va se manifester de différentes manières en fonction des personnes et parfois d'une manière totalement différente que celle qu'on imaginait. Donc peut-être la manière dont on le perçoit au niveau de notre subconscient, alors que la partie consciente a imaginé quelque chose d'autre. Dans la vie de tous les jours, je suis chanteur, musicien, compositeur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'est arrivé quelques fois, alors pas énormément, mais de commencer à percevoir une musique en sortir du corps.
Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que j'essaye de mémoriser tout ce que j'entends. Et quand je reviens, je l'enregistre. Alors des fois, j'ai juste une portion de chanson, un refrain ou autre. Cette expérience d'ailleurs a été reproduite plusieurs fois par Michael Raduga avec plusieurs pratiquants où on demandait à des non-musiciens, à des gens qui ne font pas de musique, de voir s'ils pouvaient percevoir une musique. Plus de 90% ont réussi à percevoir une musique qu'ils ne connaissaient absolument pas dans la réalité physique. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment cette capacité, ce pouvoir créateur est en nous. Il est en chacun de nous pour qu'une personne qui n'est pas musicien arrive en une fraction de seconde à percevoir cette musique. Alors soit cette personne la crée totalement, soit elle l'aperçoit. Et toujours est-il qu'il s'agit d'une musique qu'on n'a jamais perçue. D'ailleurs, Paul McCartney a fait la chanson Yesterday de cette manière, via un rêve lucide. Il a entendu la musique, il a retranscrit derrière au réveil et il a passé 3 semaines à vérifier autour de lui que cette chanson n'existait pas déjà. Il y a différentes méthodes pour entrer dans la phase. Alors je crois l'avoir déjà suffisamment expliqué dans toute la série de vidéos. On va pouvoir sortir via la méthode indirecte, qui est une méthode vraiment facile, applicable par tous, c'est la vidéo 4. En gros, vous allez vous réveiller dans la nuit, avec un réveil ou non. Vous allez rester éveillé quelques minutes. Vous revoyez un peu toutes les actions que vous avez envie d'accomplir lorsque vous ferez votre sortir du corps. Et au moment de vous rendormez avec cette intention de faire une sortir du corps à chaque réveil naturel consécutif. Au moment du réveil, vous effectuez certaines techniques et qui vont vous permettre assez facilement, en général, d'expérimenter une première sortie du corps. Après, il y a une méthode qui est une méthode d'entrée dans l'état de phase assez répandue et qu'on ne choisit pas toujours. C'est la méthode du rêve lucide, d'être conscient pendant le rêve. On va remarquer quelque chose d'anormal dans le rêve et ça peut suffire à déclencher une lucidité. Alors, les niveaux de conscience sont plus ou moins avancés en fonction des personnes, en fonction de l'état de fatigue aussi. Et la troisième méthode est assez répandue, finalement peut-être la plus répandue, mais pas forcément la plus facile. C'est la méthode directe qui consiste à faire une sortie hors du corps par une phase de relaxation. Alors, elle n'est pas forcément facile parce que certaines personnes vont la faire dans des moments peu propices à obtenir cet état de relaxation requis. Il y en a qui vont le faire en pleine journée, alors qu'il est plus recommandé d'utiliser cette méthode juste avant de se coucher ou en plein milieu de la nuit aussi. En gros, vous allez essayer d'obtenir un état de relaxation pendant 20 à 30 minutes et à un certain moment, vous obtiendrez un certain résultat. Si vous obtenez un état de flottement de conscience, une perte de conscience temporaire, vous allez pouvoir effectuer une sortie du corps. Alors, je rappelle vraiment à tout le monde que peu importe la méthode, il n'y a pas une méthode qui va vous permettre d'obtenir les sorties hors du corps les plus vives, les plus réelles. On va dire que c'est vraiment plus votre état vibratoire général qui va vous permettre d'obtenir des expériences plus ou moins extraordinaires. Et aussi la manière dont vous exécutez toutes les techniques d'approfondissement et de maintien, la manière dont vous allez formuler toutes vos questions. Il est vraiment important de maîtriser tout ça, d'avoir un contrôle de nos émotions. Donc pour cette raison, la méditation va pouvoir aider beaucoup de personnes dans le quotidien. Moi, je l'utilise énormément tous les jours, je vais méditer et je remarque que j'ai des sorties hors du corps très stables. Globalement très stable. J'arrive très régulièrement à accomplir les actions que je désire accomplir. Pour toutes les personnes qui font régulièrement des rêves lucides et qui veulent absolument faire des sorties hors du corps, alors je comprends cette envie d'expérimenter la sortie hors du corps, mais d'un point de vue physiologique, vous êtes vraiment dans un état très 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 proche. Donc vous êtes vraiment dans l'état de phase et gardez vraiment en tête que dans cet état, au moment du rêve lucide, vous pouvez aussi, si vous travaillez un peu les techniques d'approfondissement et de maintien, travailler sur vos croyances. C'est vraiment un outil puissant de développement personnel. En ce qui me concerne, même si l'état de phase est vraiment observable au niveau cérébral, je suis intimement persuadé qu'il se passe quelque chose de bien plus grand que ça, qu'il s'agit bien d'une conscience délocalisée à ce moment-là, dissociée du corps physique. Du moins, on n'en a plus la perception, on n'a plus la perception du corps physique. Toutes les personnes qui ont expérimenté la sortie hors du corps vous le disent. Et il ne s'agit pas d'une simple imagination. On sait bien faire la différence entre imaginer activement quelque chose et vivre activement quelque chose qu'on n'est plus en train d'imaginer parce qu'on est en train de vivre. Et effectivement, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, il y a plusieurs théories. Certaines personnes vont parler d'un plan astral ou émotionnel qui existe. Alors sans rentrer dans ce débat de si ce plan astral existe réellement ou pas, une chose est sûre, c'est qu'on a accès dans cet état à certaines informations et surtout toutes les émotions qu'on va vivre vont se manifester dans la sortie astrale. Donc on est vraiment dans un plan qui va être le miroir de nos émotions.
Selon moi, bien que l'état de phase soit observable au niveau cérébral, il me paraît assez évident que c'est pas une simple illusion créée par le cerveau. Il se passe quelque chose de bien au-delà dans cet état modifié de conscience. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une expérience dissociative où on est pleinement conscient sans pour autant ressentir notre corps physique. Beaucoup de personnes ont un avis tranché par rapport à ce qu'est une sortie hors du corps, mais selon moi, la phase implique vraiment différents éléments. On va parler tout d'abord du subconscient. Il paraît assez évident, après toutes les sorties hors du corps que j'ai faites jusqu'à présent, que des éléments de la journée, des résidus diurnes, viennent se greffer à la sortie hors du corps. Alors par exemple, imaginons qu'on voit un animal en particulier qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans notre quotidien, et au moment de la sortie hors du corps qui va suivre, on va voir cet animal intervenir, se manifester, et de manière totalement aléatoire. Après, on va dire que la sortie hors du corps est aussi le miroir de nos émotions. Donc l'intervention de l'état émotionnel joue un rôle majeur lors d'une sortie hors du corps. Certaines personnes partent du plan astral ou plan émotionnel. Alors sans rentrer sur le débat de savoir si un tel plan existe, il paraît évident que lorsqu'on émet une certaine émotion, lorsqu'on ressent une certaine émotion lors d'une sortie hors du corps, on va manifester un événement en rapport avec cette émotion. Si on a peur de quelque chose, si on a peur, on est anxieux, on va souvent manifester des monstres ou des créatures de ce genre. Et au contraire, on peut, en changeant tout simplement d'émotion, en pensant à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, désamorcer totalement cette situation angoissante. Lors d'une sortie hors du corps, on va aussi se comporter un petit peu à la manière d'une antenne. On va apprendre à se connecter à un champ d'information, un champ quantique. Certains l'appellent les annales akashiques, d'autres appellent ça le grand livre de la vie. Et on va développer cette aptitude, plus on sera expérimenté, à régler notre fréquence, à calibrer notre fréquence sur une certaine station et recevoir le programme qui est associé. Alors, en fonction de notre état émotionnel et notre état vibratoire, on va obtenir de plus ou moins bons résultats. Comme le disent beaucoup de physiciens, tout est vibration, tout est énergie et tout est interconnecté. Alors il est assez facile d'imaginer que la partie la plus infime de notre être, nos atomes qui fonctionnent selon des schémas quantiques, puissent être directement liés à ce champ d'information, ce champ quantique, et qu'on puisse aller piocher par moments, par-ci par-là, des informations de manière parfois totalement aléatoire, sans pour autant l'avoir demandé. Je raconte souvent cette anecdote. Il m'est arrivé lors d'un rêve lucide de me promener dans un supermarché et d'un seul coup d'observer des personnes en train de batailler pour des pots de Nutella. Et 2-3 jours après, j'ai vu dans les news que Nutella avait fait une grosse promotion et que les gens commençaient à se battre dans les supermarchés pour ces pots de Nutella. Donc voilà un des exemples. J'ai notamment rêvé aussi des attentats du 11 septembre, de Notre-Dame. Lors de rêves lucides, par moment, j'ai des informations qui sont totalement... qui me paraissent totalement inutiles par moment. Donc c'est un peu le domaine que j'essaie d'explorer maintenant et essayer de voir si je peux arriver à calibrer pour obtenir vraiment les informations que je recherche à ce niveau-là. J'ai parlé d'antenne tout à l'heure par rapport à la réception d'informations, mais il faut bien comprendre que nous-mêmes, dès qu'on émet une pensée, cette pensée est une vibration, cette pensée va exister quelque part et elle va exister sur ce champ d'informations qui va être disponible pour tout le monde. Donc n'importe qui, à un moment donné, lors d'un rêve lucide ou d'une sortie hors du corps, peut capter aussi cette information. Ça va aussi expliquer pourquoi certaines personnes, certains grands scientifiques de l'époque ont fait des découvertes au même moment, à différents endroits de la planète, notamment grâce à des rêves lucides. Bien que beaucoup de voyageurs expérimentés ont pu reproduire de nombreuses fois en sortie hors du corps ce qui a été décrit dans les témoignages d'expériences de mort imminente, je pense vraiment que l'expérience de mort imminente est différente de la sortie hors du corps classique. C'est vraiment une sortie éthérique où la conscience est vraiment proche d'être détachée du corps physique. On se rapproche vraiment là du concept de l'âme qui quitte le corps. Aujourd'hui, je participe à un projet mis en place par Michael Raduga qui a pour but d'étudier le phénomène plus en profondeur. Donc, on nous propose différentes expériences. Michael Raduga va tenir des statistiques par rapport au taux de réussite, par rapport à l'expérience demandée. On va étudier un peu la facilité qu'ont les femmes par rapport aux hommes de réussir ou non certaines expériences. On va voir aussi par rapport à l'âge des participants. Je pense que c'est vraiment une très très bonne idée, surtout dans l'ère spirituelle dans laquelle on arrive, dans laquelle on est entré. De plus en plus de personnes s'intéressent à tous ces sujets et on a vite fait d'entrer dans une foire. En fait, quand on parle de sortir du corps, on a vite fait de passer pour des fous.
Donc c'est important de savoir de quoi on parle, de l'avoir expérimenté, prendre des pincettes aussi par moment parce que effectivement, il y a des choses qu'on va réussir à faire et des choses qu'on va pas pouvoir faire. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes qui auront plus de facilité que d'autres, mais globalement, voilà le but de la recherche. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me motive. J'ai envie de pouvoir transmettre aux gens un peu de la manière dont j'ai reçu, c'est-à-dire, je parle vraiment toujours de Michael Raduga, la simplicité dans laquelle j'ai reçu toutes ces informations. Je vais essayer de vous la véhiculer, de transmettre tout ça. Mon but, c'est vraiment de faciliter l'accès à cet outil merveilleux qui est la sortie hors du corps ou le rêve lucide. Et puis aussi, d'enlever les plus grosses peurs de certains qui vivent régulièrement des paralysies du sommeil et qui pensent parfois être malades ou qui pensent avoir un problème particulier. Je vous rassure vraiment, en fait, vous vivez une expérience qui est vécue par des millions de personnes dans le monde et à partir de là, vous pouvez vivre une expérience vraiment extraordinaire. Ma première recommandation pour les débutants, si vous commencez par la méthode de Michael Raduga, si vous passez par lui ou par moi, c'est de commencer avec une page vierge. Essayez de mettre momentanément, du moins, de côté tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez entendu par rapport au sortir du corps. Bien souvent, vous aurez entendu des choses assez effrayantes à ce sujet, comme quoi on peut attirer des entités, on peut avoir des difficultés pour revenir. Alors bien souvent, toutes ces histoires ont été racontées par des personnes qui ne l'ont pas expérimenté eux-mêmes ou qui ont lu des choses à ce sujet. Des personnes qui l'ont vécu de manière non consciente, ça veut dire qu'ils ne maîtrisaient pas du tout ce qui leur arrivait et ils ne savaient pas que tout ce qui se manifestait dans la sortie du corps était lié à leurs émotions. Alors effectivement, quand on parle d'entité, on va parler d'une chose qu'on a créée ou qu'on a attirée. Lors d'une sortie du corps, vous émettez une peur. Cette peur se manifeste par une personne qui va se mettre à vous poursuivre avec une arme, par exemple. Et il est bien évident que si vous n'êtes pas conscient que vous êtes en sortie du corps, vous allez fuir et cette personne va continuer à vous suivre. Alors, quand on s'intéresse un peu plus au sujet, quand on comprend le mécanisme, on comprend que c'est juste le miroir de notre émotion. Et qu'en pensant à quelque chose de totalement différent, avec une émotion beaucoup plus positive, on va désamorcer cette situation directement, d'un claquement de doigts. Donc voilà, la première recommandation, démarrer avec une copie blanche, une page vierge. La deuxième, c'est d'avoir une réelle motivation, savoir pourquoi on fait une sortie hors du corps. Alors, certaines personnes vont le faire pour obtenir des informations, pour travailler sur leur santé, pour rencontrer des défunts. Mais il est bien évident que si vous le faites juste par simple curiosité, vous risquez de rencontrer beaucoup de difficultés pour faire une première sortie hors du corps. En effet, la sortie hors du corps nécessite vraiment un désir fort, une forte motivation de faire une sortie hors du corps. Ça rejoint un peu les 4 principes de Michael Raduga pour réussir une sortie hors du corps. Faire les choses avec beaucoup de motivation. Les faire coûte que coûte, toutes les actions à effectuer, vous allez devoir mettre une certaine ardeur, une certaine hargne dans les actions par moment pour pouvoir vraiment vous détacher du corps et ça nécessite d'avoir une réelle volonté. Ensuite, de faire les choses avec beaucoup de confiance en soi, donc ça c'est un autre critère important et enfin de le faire de manière automatique, donc de vraiment respecter la procédure à la lettre et de pas la faire à sa sauce. Beaucoup de personnes vont se poser la question du risque de fuir la réalité par rapport à une pratique régulière de la sortie hors du corps. Alors pas du tout, c'est justement le contraire qui se produit. Toutes les expériences qu'on va vivre au niveau d'une sortie astrale vont être tout un tas d'enrichissements qui va nous aider dans notre quotidien et inversement, tout ce qu'on va vivre dans notre quotidien va alimenter nos sorties astrales. Donc c'est vraiment un outil complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, j'ai tout un tas d'expériences à raconter. J'en ai tellement vécu que ça va être très long d'expliquer et de raconter tout ça en vidéo. Je ferai peut-être quelques vidéos pour condenser certaines de mes expériences. Mais sinon, je vais commencer petit à petit à en parler dans un groupe de discussion qui a été créé. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par les expériences que je vis ou que d'autres personnes vivent d'ailleurs, d'autres témoignages, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de discussion et on pourra échanger tous ensemble avec d'autres spécialistes de la sortie hors du corps. Alors beaucoup de personnes me posent la question de savoir si je donne des cours ou des stages. Je donne déjà certains cours privés en visio. C'est vrai qu'il est parfois plus facile d'apprendre la sortie hors du corps quand on débute avec un échange direct plutôt que de le faire via un écran, via une vidéo. On n'a pas tous les mêmes facilités. Je peux mettre en place ces webinaires ou ces stages pour vous permettre d'approfondir un peu la sortie hors du corps, développer les techniques d'approfondissement, de maintien, voilà. Je pourrais partager plein de petites astuces. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo, me dire si vous êtes intéressé par un éventuel webinaire ou un éventuel stage.